La conversation s'est arrêtée ensuite sur le manque de prêtres en France, sur l'obligation de les engager à 16 ans et la difficulté ou même l'impossibilité d'en trouver à 21. L'empereur voulait qu'on les ordonnât beaucoup plus tard. C'est fort bien, lui répondirent les évêques. Le pape même, vos raisonnements sont très justes, mais si vous attendez à cet âge, vous n'en trouverez plus. Avouez-on-t-il et vous admettez pourtant qu'il vous en faut. Il est hors de doute d'observer l'empereur qu'après moi viendront d'autres principes. Peut-être verra-t-on en France une conscription des prêtres et des religieuses, comme on y voyait des montants en conscription militaire, peut-être, mais casernes deviendront-elles des couvents et des séminaires? Ainsi va le monde, pauvre nation, en dépit de toutes vos lumières, de toute votre sagesse. Vous demeurez soumis aux caprices de la mode comme des simples individus. Il était près d'1 heure du matin quand l'empereur s'est retiré. C'était une véritable victoire sur l'ennui, a-t-il dit, des grands avantages contre l'insomnie. Jeudi 1er août 1816. Le temps était épouvantable. Sur les 3 heures, le grand maréchal est venu me chercher. J'avais précisément essayé de mettre le pied dehors. Il ne m'a pas trouvé. C'était un des Anglais qu'il avait à présenter à l'empereur. L'empereur m'avait appelé sur les 5 heures. Il était de mauvaise humeur. Est un peu contre moi, disait-il. La visite de ces Anglais, les mauvais tons, les manques de salon, salués d'interprètes, tout avait contrarié. Ils étaient le Versailles du château, un pays des châteaux, qui ennuyant, m'observait-il, est-il les acquittés pour prendre les comptes de la reine Marguerite de Navarre? Puis-il est passé à causer de Versailles, la cour, la reine, Madame Campin. Les rois ont été les principaux objets et il a dit beaucoup de choses dont j'ai déjà cité quelques-unes, mais dont je supprime un grand nombre d'autres. Il a conclu, disons que Louis XVI eût été le plus exemplaire des particuliers et qu'il avait été un fort pauvre roi. Il a dit que la reine eût été sans doute dans tous les temps l'ornement de tous les salons, mais sa légèreté, ses inconséquences, son peu de capacité n'avaient pas pu contribuer à provoquer, à précipiter la catastrophe. Elle avait, disait-il, tout à fait changé les mœurs de Versailles. L'antigravité, la sévère étiquette se trouvait transformée en gentille aisée, en vrai, quelques taches de boudoir. Tout homme sensé, tout homme de proie ne pouvait échapper à la mystification des jeunes courtisans dont la disposition naturelle à la moquerie se trouvait aiguillonnée en cœur par les applaudissements d'une jeune et belle souveraine. Une anecdote plus caractéristique a été citée à l'appui. Une brave et digne générale allemande se rend à Paris avec une recommandation spéciale pour la reine de la part de l'empereur Joseph, son frère. La reine ne croit pas lui faire de grandes faveurs que d'admettre dans sa petite société. Il se trouva, comme on pense, un peu désorienté, mais on voulait le bien traiter et l'on suffit une loi de la faire causer. Il fut malheureux dans les choix de ses sujets et dans la nature de son débit. Il parla beaucoup de sa jument blanche et de sa jument grise, qu'il aimait par-dessus tout. Les jeunes courtisans le questionnaient malicieusement à cet égard.
sur une foule de petits détails auxquels il avait la bonhomie de répondre avec importance. Enfin, l'un d'eux peut terminer, lui demande à laquelle décidément il donnerait la préférence. Ma foi, de répondre emphaticamente le général, je dois confesser que si en jeu de bataille je me trouvais monté sur ma jument blanche, je crois que je n'en descendrai pas pour monter sur ma jument russe. Il sortit. Et tu sais quelle gorge chaude on fit. La conversation ayant pris une autre direction, on discuta longuement et spirituellement sur les blancs de la brune, et la reine ayant demandé à quelqu'un quelle serait sa préférence, celui-ci aussitôt d'arrondir son dos, de prendre de son solennel de l'Autrichien et de dire « Ma foi, madame, je dois confesser qu'ici, au jeu de bataille, je me trouvais assez, répondit la reine. Épargnez-nous le reste. » Après dîner, il nous a lu Beverly, le père de famille. Celui-ci a surtout hésité sa censure. Il nous semblait pitoyable. Ce qui amusait le plus l'empereur, disait-il, ce qui fut de Diderot, se glorifie des philosophes et de l'encyclopédie. Tout y est faux et ridicule, observait-il. L'empereur a beaucoup discuté sur les détails et a terminé en disant « À quoi bon parler à un insensé dont le fort de la fièvre chaude? Ce sont des remèdes qu'il lui faut, des grandes mesures, et non des arguments. Qui ne sait que la seule victoire contre l'amour, c'est la fuite? Menteur quand il veut garantir tellement que les précipite dans la mer, Ulysse, quand il veut se préserver des sirènes, se fait lier après avoir bouché avec de l'acier les oreilles de ses compagnons. Vendredi 2. Continuation de temps épouvantable, pluie battante. L'empereur ne se trouvait pas bien, il se sentait les nerfs très agacés. Il m'a fait table pour déjeuner avec lui pendant tous les déjeuners. Et longtemps encore après, la conversation a été de nouveau sur l'émigration. J'ai déjà dit qu'il m'y réunit souvent. Il me questionnait aujourd'hui sur des détails des complaintes, notre situation, notre esprit, nos sociétés, notre organisation. Nous reçu cette suite de toutes mes réponses et il a terminé disant « Voilà déjà plusieurs fois que vous me dites une grande partie de ces choses et cependant elles ne demeureront pas dans ma tête parce que vous me les débitez sans autres. Écrivez un petit historique régulier. Qu'auriez-vous de mieux à faire ici? Et puis, mon cher, cela se trouvera un morceau de fait pour votre journal. Cette demande était celle de Titon Ainé. Et je peux m'écrire aussi une fan de Regina Ruba. Toutefois, je fis ce tracé au temps qui me le permettait en ma mémoire et mon jugement, car cela commençait à devenir vieux et j'étais bien jeune alors. Le voici tel que je l'ai lu peu de temps après à Napoléon. Sire, après la fameuse journée qui renversa la Bastille et mit toute la France en mouvement, la plupart de nos princes qui se trouvaient en compromis priront la fuite uniquement d'abord pour se mettre en sûreté. Bientôt après, des personnes considérables et des jeunes gens feront les joindre. Les premiers par les rapports qui avions avec eux, les autres parce que cette démarche portait en soi quelque chose de marquant, de généreux et de princes. Dès qu'on se trouva un certain nombre, il vint à l'esprit de faire tourner au profit de la politique ce que jusque-là les ailes et les hasards seuls avaient emmené.
On pensait qu'ici, à l'aide de ces réunions, on pouvait créer une espèce de petite puissance. Elle pourrait réagir avec avantage sur le temps qu'elle y deviendrait une levier d'insurrection. Il frapperait les esprits et y générerait les mouvements tandis qu'au dehors, ce serait un titre, un prétexte pour s'adresser aux puissances étrangères et mériter leur attention. Voilà l'origine de l'immigration. Et l'on assure que cette haute conception sortie du cerveau de messieurs des colonnes traversant la Suisse à la suite de nos princes qui des terrains pour gagner l'Allemagne.